notre orateur qui va le présenter. Merci Étienne. Bonsoir. J'ai eu la chance la semaine dernière d'aller à Bruxelles à une réunion sur les métaux. Et la personne, Patrice, a fait un très très bon exposé à cet endroit-là. Et la personne qui devait faire chairman de la session, qui devait présenter Patrice, a dit « Je ne sais pas comment le présenter, il a tellement de casquettes que je ne sais pas quoi dire ». Donc juste avant de venir, je dis à Patrice, laquelle de tes casquettes tu veux que je présente ? Il me dit, dis juste que je suis amateur de lettres. Non, plus sérieusement, donc Patrice travaille au Bureau des ressources géologiques et minières à Orléans, que certains d'entre nous connaissent bien. Là-bas, il s'est occupé d'un certain nombre de choses, en particulier des affaires européennes. Et c'est un des grands spécialistes aujourd'hui de tout ce qui est métaux rares, matières premières stratégiques, critiques, appelez-les comme vous voulez. Et comme c'est une thématique qui monte en ce moment sur Marcoule, au CEA en général, et que je pense que c'est important qu'on ait une vision extérieure et très très large du sujet, on s'était dit avec Étienne qu'il serait sans doute le meilleur orateur pour vous intéresser à ce sujet-là ce soir. Merci d'être venus si nombreux, je passe la parole à Patrice. Non, toi tu en as un. Ah oui, c'est vrai, pardon. Parlez un petit peu, qu'on voit si ça marche. Oui, m'entendez-vous ? Très bien. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci au Visiato, merci au CEA pour cette vraiment très aimable invitation. Et c'est avec grand plaisir que je vais essayer de vous faire découvrir quelques aspects d'un monde merveilleux, qui est un monde qui vous entoure, dont nous dépendons tous dans notre vie quotidienne, celui des minéraux et des métaux en général, et plus particulièrement des métaux rares, et essayer de vous faire toucher du doigt quelques-uns des enjeux qui sont autour de ces métaux. Frédéric a parlé de multiples casquettes. Je suis l'un des membres du comité pour les métaux stratégiques, mis en place par le gouvernement français sur les questions de sécurité des approvisionnements et de réflexion générale sur ces questions. J'ai travaillé à la Commission européenne quelques années. Je continue à être assez proche des milieux européens de la recherche sur tout ce qui touche aux matières premières minérales. Et c'est un sujet qui, plus je le regarde, plus je l'aime et plus il est un sujet de passion. Et ce n'est pas ce que j'ai vu cet après-midi qui me fera dire le contraire, puisqu'ici, on est au cœur de la matière. Juste régler le micro pour mieux vous entendre. Oui. Alors, on va le mettre un petit peu plus près. Ici, c'est mieux. Voilà. Avec les années qui passent, j'ai la voix qui flanche. Est-ce que c'est mieux ? Voilà, en tout cas, moi, je m'entends bien. Voilà. Donc, juste un tout petit avertissement. Mes propos n'engagent que moi. Et par ailleurs, toute utilisation des informations qui seront rendues publiques est au risque et péril de l'usager. On est obligé de faire ça parce que des fois, que quelqu'un s'amuse à utiliser une donnée qui est présentée pour une raison X et qu'il n'est pas le résultat obtenu, ne serait-ce que pour un placement spéculatif, on est obligé d'avoir ces petites prudences juridiques. Alors, que sont les métaux rares ? Alors, on entend métaux rares, métaux critiques, métaux stratégiques. Que sont les métaux rares ? Alors déjà, ça commence bien, c'est un terme qui est défini nulle part. Les métaux rares, donc pas de définition normalisée. Donc quand vous lisez le terme de métal rare ou de métal critique ou de métal stratégique, qui ne sont pas synonymes. Dans la presse, par exemple, c'est très très difficile de comprendre de quoi on parle. Donc au BRGM, on considère, c'est une définition que nous utilisons, que c'est tous les métaux dont la production annuelle ne dépasse pas 100 000 tonnes par an à l'échelle mondiale. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Alors, dans l'exposé que je vais faire, parce que j'ai en face de moi quelques chimistes tout à fait redoutables et excellents, ils vont me dire, dis donc, certains des éléments dont tu parles ne sont pas des métaux. Le sélénium, par exemple, pour un chimiste, ce n'est pas un métal. Donc ici, pour faire simple et simplifier la compréhension, j'ai utilisé le terme métal pour des choses qui éventuellement ne sont pas des vrais métaux. Alors quand on regarde la production minière et métallurgique mondiale, voilà, la voilà, vous avez, je ne sais pas, une bonne quarantaine d'éléments, eh bien, vous voyez que la production mondiale, elle est largement dominée par le fer. La production de fer, c'est 92% de la production mondiale de métaux. Et les métaux rares, quand je dis, vous voyez, après ça, il y a le sel, la bauxite qui est le minerai d'aluminium, le soufre, les phosphates, l'aluminium, la potasse, le kaolin qui sert à faire la céramique, la porcelaine,
La magnésite, c'est un matériel réfractaire, le manganèse, le cuivre, déjà, il est loin derrière. Hein. Et pourtant, c'est un métal relativement usuel. Alors, les métaux rares, ils sont là, quoi. Alors, on ne voit même pas de pic, on ne voit rien du tout. Hein. Et c'est tout un ensemble de métaux dont je vais essayer en une heure de vous faire découvrir que c'est à la fois il y a de quoi s'émerveiller sur tous les usages qu'on fait aujourd'hui avec ces métaux et les enjeux absolument extraordinaires de ces métaux rares pour l'économie mondiale, y compris bien sûr pour l'économie française. Donc ici, c'est le même graphe qu'avant, mais ce coup-ci avec une échelle logarithmique, en mettant la coupure ici, c'est-à-dire 0,1 million de tonnes, donc tout ce qui est en rouge sont les métaux rares. Donc ça commence avec le cobalt et juste à la limite, le tungstène, l'arsenic. Alors ça, l'arsenic, c'est pas grave parce qu'on n'a pas le droit de s'en servir. Le nombre de belles-mères qu'on a le droit d'empoisonner est assez limité. Le vanadium, le lithium, dont on parle beaucoup avec les voitures électriques, l'argent, le bismuth, le mercure, l'or, le sélénium, le tantale, le palladium, le platine, le tellure, le gallium, le germanium, le rhodium et enfin les diamants, qui sont particulièrement rares, mais dont je ne parlerai pas plus que ça. Donc ces éléments sont symbolisés par leur symbole chimique, ci-dessus, et ces transparents seront mis à disposition sur le site du Visiatome. Alors, une particularité des métaux rares, c'est que très souvent, on ne les trouve pas à l'état pur ou à l'état de minerai exploitable dans la nature. La plupart de ces métaux rares sont pardon, je reviens à une case en arrière, j'ai oublié de citer les terres rares. Donc dans la diapositive précédente, parce que j'ai mis ici la liste des éléments, mais je n'ai pas fait figurer les terres rares. Les 16 éléments du groupe des terres rares, dont on parle beaucoup depuis 2-3 ans, le dysprosium, le néodyme, le gadolinium, l'europium, etc., ces éléments-là qui forment le groupe des terres rares sont à rajouter à cette liste, mais leur production individuelle est extrêmement faible. Donc je reviens ici aux sous-produits. Donc, par exemple, dans les minerais de zinc, eh bien, il n'est pas rare de trouver en sous-produit du germanium, de l'indium, du cadmium, du thallium, voire de l'antimoine, pour donner un exemple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrête la production de cuivre, par exemple, eh bien, on va arrêter en même temps la production du sélénium, du tellure, de l'or, d'une partie de l'or, pas de tout, comme sous-produit. Donc il y a une dépendance forte entre des métaux principaux, qu'on pourrait qualifier d'usuels ou de relativement usuels, et un bon nombre de métaux rares. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque métal rare alimente des filières industrielles et c'est un marché de niche. Ici, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, la production mondiale de minerais de fer, c'était en 2010 189 milliards de dollars, alors que la production de beryllium, production mondiale environ 250 tonnes, largement utilisée entre autres dans l'industrie nucléaire, mais pas seulement, mais aussi dans les technologies spatiales, dans l'aéronautique, c'est 74 millions de dollars. Donc c'est un marché très étroit, ce qui fait que le développement de technologies dans ces domaines-là, en termes d'extraction minière, de traitement des minerais, de métallurgie, de purification, n'attire pas les grandes sociétés minières majeures. C'est très souvent des PME ou des entreprises de taille moyenne, mettons, qui sont là-dedans, qui ont des savoir-faire hyper pointus et qui sont très protégés par des brevets, propriétés intellectuelles. Mais c'est vraiment une myriade de PME ou d'entreprises de taille moyenne. C'est très rare qu'on y trouve de grands groupes internationaux. Alors, à quoi servent les métaux rares? Alors, à l'époque de la Renaissance, ça c'était un chef-d'œuvre bien connu, le David de Michel-Ange à Florence, et lui il était en marbre, une substance minérale. Les temps ont un peu changé en matière de chef-d'œuvre. Quelque part au début du XXe siècle, nos arrière-grands-parents utilisaient une dizaine de substances minérales dans leur maison, dans leur vie. On trouvait du cuivre, les premiers fils électriques, de l'étain, ça on en trouvait depuis longtemps, de l'argent, du fer, de l'or, du plomb, voilà. Et c'était à peu près tout. Et bien sûr des matériaux de construction, des pierres de construction, du ciment et tout. Depuis
le monde a énormément changé. Alors, voilà un chef-d'œuvre des temps actuels qui contient, lui tout seul, 30 à 40 matières premières minérales, et certaines sont très très rares. Qui est-ce ? Voilà. Le téléphone mobile, par exemple, ou un ordinateur portable. J'ose pas parler d'une centrale nucléaire, parce que c'est pas mal non plus, en termes de nature de tous les matériaux qui sont mis en œuvre dans le domaine du nucléaire. Voilà. Donc, vous voyez un peu le stock de métaux qui est dans les téléphones mobiles mondiaux. Donc ça, c'est une estimation qui date de 2005, et il y aurait environ 4 mois de production mondiale de palladium, qui est un métal du groupe du platine, stocké dans les téléphones mobiles à travers le monde. De l'or, hein, et là, il y a 150 tonnes d'or dans des téléphones mobiles, à comparer avec une production mondiale d'or qui est de l'ordre de 2500 tonnes par an. C'est pas négligeable. D'ailleurs, la teneur en or d'un téléphone mobile ou d'un ordinateur portable, c'est de l'ordre de 100 à 150 grammes par tonne. Une tonne de téléphone, si on arrive à en réunir une tonne, c'est une teneur infiniment supérieure au meilleur des minerais. C'est une matière première de haute valeur. Et d'une manière générale, nos déchets, et il y a de magnifiques présentations à l'entrée du Visiatome, la notion de déchet est une notion qui devrait disparaître. Un déchet, c'est parce qu'on manque d'imagination pour le transformer en ressource. Il faut, par tous les moyens, trouver comment valoriser nos déchets. Alors, sur les déchets électroniques, pour parler de cela, aujourd'hui, l'or se valorise très bien, parce qu'il suffit de prendre la carte mère, on la trempe dans une solution de cyanure de sodium, ça dissout l'or, on récupère l'or, la technologie est très bien connue depuis longtemps, donc il n'y a pas de problème. Par contre, sur la même carte mère, il y a des micro-condensateurs avec du tantal, qui permet de faire des condensateurs très miniaturisés, et personne n'a encore trouvé le truc. Comment faire pour économiquement décortiquer le microcondensateur en question pour accéder au pouillème de tantal qu'il y a dedans et récupérer le tantal. Ceci est d'autant plus dramatique que l'exploitation du tantal, le minerai de tantal s'appelle pour l'essentiel la colombo-tantalite, ça vient de la zone des Grands Lacs d'Afrique du Sud, où l'exploitation du tantal alimente des guerres civiles avec des seigneurs de la guerre qui contrôlent des enfants ou autres qui exploitent ce minerai dans des conditions absolument sordides. Alors là, vous avez l'évolution de la composition des cartes mères et autres circuits informatiques. Donc dans les années 80, il fallait une douzaine d'éléments pour faire marcher les ordinateurs qui, à l'époque, faisaient 8 bits, avaient 48 kilooctets de mémoire. Je me rappelle, j'avais un Sinclair avec des touches en caoutchouc, c'était extraordinaire. Et quand on faisait un programme de 20 lignes en BASIC, on était très très fiers. Après, dans les années 90, on est passé à 16 éléments, et puis au début de ce siècle, on est à 45 éléments. C'est absolument extraordinaire tout ce qu'il y a dans une carte mère d'ordinateur, et surtout toutes les fonctionnalités que ça permet. Alors ici, tout aussi fascinant, c'est les matières premières pour l'énergie. Alors, quand je dis matières premières pour l'énergie, il y a par exemple en bleu tout ce qui sert au stockage de l'énergie, des piles zinc-air, le tantal pour les condensateurs, le lantane qu'on trouve dans les batteries dites nickel-métal-hydrure, c'est les grosses batteries par exemple qu'on trouve dans les Toyota Prius, dans les modèles de voitures électriques hybrides. Vous avez tout ce qui est la connectique avec ce métal fabuleux et fascinant qui est le beryllium, qui est le plus léger de tous les métaux, qui a des propriétés les unes plus extraordinaires que les autres. Eh bien, dans un Airbus A380, il y a 3 millions de connecteurs qui sont du cuivre beryllium. 2% de beryllium environ, dans 98% de cuivre. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des films métalliques qu'on met dans les connecteurs pour faire le contact. L'avantage, ça ne s'oxyde absolument pas. C'est totalement résistant à l'oxydation. Et imaginez-vous un Airbus avec 500 passagers, le pilote qui envoie une commande, puisque tout est électronique, numérique dans les avions modernes, il envoie une commande et la commande ne passe pas vers le réacteur parce qu'il y a de l'oxydation au niveau des contacts. Voyez. Donc ça, c'est une des applications